Trinh Xuan Thanh se promène avec une amie vietnamienne, révisant l'examen qui doit décider le lendemain de son statut de réfugié. Après l'ancien consul du Vietnam à Genève, les défections se multiplient. 3 hommes armés s'emparent de Trinh Thanh, le jettent dans une voiture louée par l'ambassade du Vietnam à Prague, puis l'exfiltrent dans un avion du gouvernement slovaque qui affirme s'être fait berner. Une délégation officielle vietnamienne en visite à Bratislava disait en avoir besoin pour gagner Moscou. Trinh Thanh réapparaît à Hanoï, fatigué et meurtri. Il avoue avoir détourné des fonds dans ses anciennes fonctions officielles et affirme être rentré au Vietnam volontairement, bien qu'il ait laissé son passeport en Allemagne. Au procès qui s'ouvre à Berlin, le contre-espionnage allemand est d'autant plus remonté que le général vietnamien venu coordonner l'enlèvement avait bénéficié d'un stage de formation d'1 an en Allemagne. L'enquête est minutieuse. Les GPS des voitures de location livrent le détail des parcours et des arrêts. Les relevés téléphoniques prouvent une conversation la veille de l'enlèvement entre le commando et le ministre de l'Intérieur vietnamien. Mis en cause, Hanoï réplique en menaçant d'annuler l'achat de 800 BMW et en expulsant l'agent local de la marque. Les médias allemands en parlent peu. Hanoï s'est fait prendre la main dans le sac, mais le Vietnam n'est ni un ennemi ni un danger. Cela ressemble surtout à une embrouille entre Vietnamiens, d'autant que Trinh Thanh est apparemment un politicien corrompu, difficile à défendre. Formé en Allemagne, Trinh Thanh a dirigé une entreprise pétrolière gouvernementale à son retour au Vietnam. Après sa curieuse faillite, il a pris la tête d'une région administrative. De tendance libérale, il fait partie du courant pro-occidental mis en minorité par les pro-chinois lors du congrès du Parti communiste vietnamien de 2016. Les pro-occidentaux sont alors purgés, exclus de toutes les instances dirigeantes par le secrétaire général Nguyen Phu Trong, qui s'empresse de louer à la Chine plusieurs îles contestées, ce qui déclenche des manifestations violentes dans tout le pays. En être exclu, c'est être condamné au mieux, au salaire à 200 €. C'est un puissant moyen d'imposer la ligne pro-chinoise à la majorité récalcitrante de la population. Un moyen de pression dont use et abuse Pékin. Comme l'exclusion ne suffit pas à contenir l'opposition au sein du parti, on défère en justice les anciens leaders populaires comme Trinh Thanh et son chef. Désignés comme vecteurs d'une corruption omniprésente dont la répression permet de légitimer l'élimination des opposants, qui ne sont pas les plus corrompus. Si argent et pouvoir font bon ménage en démocratie, ils ne font qu'un dans les dictatures. Les despotes cachent leurs milliards dans les paradis tropicaux depuis que la Suisse bloque parfois leurs comptes pour les rendre aux pays spoliés. La sœur du chinois Xi Jinping gère ainsi une fortune immobilière de plusieurs centaines de millions à Hong Kong. Au Vietnam, les dirigeants ont vendu terres, infrastructures et services publics en empochant l'argent. Rami Makhlouf détient 60% des richesses syriennes. Taxis, hôpitaux, universités, téléphonie, bradés par le président Bachar al-Assad, son cousin germain. Au Togo, la famille Gnassingbé prend 10% des parts de toutes les sociétés depuis 50 ans. Ce qui est toujours mieux que les 20% habituels en Russie. Grands collectionneurs de jets privés, de Bugatti et de palaces genevois, les potentats africains jettent l'argent par les fenêtres avec ostentation. Aux millions offerts par les firmes occidentales ont succédé les milliards chinois qui rachètent matières premières et terres agricoles par régions entières.
L'Afrique génère peu de complots d'envergure. Les seuls qu'on lui connaît sont d'origine étrangère. On n'entend guère parler de services secrets africains. Ce qui, dans la vraie vie, contrairement à Hollywood, signifie qu'ils n'existent pas. Hormis leurs gardes personnels recrutés uniquement dans leur ethnie, Kabyé au Togo, Zagawa au Tchad, les potentats africains sous-traitent leur sécurité à des spécialistes israéliens, occidentaux et de plus en plus russes ou chinois. Ce qui protège mieux de la famille que des ingérences étrangères. Au contraire, les despotes milliardaires orientaux russes cultivent un nationalisme intransigeant et des services secrets pléthoriques, dotés d'énormes moyens. Perdre le pouvoir signifie perdre vie et fortune, car les peuples pardonnent peu aux dirigeants corrompus.